Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle de la robotique boostée à l'IA qui prend de plus en plus de place, de Sam Altman qui pense déjà avoir atteint l'AGI et des annonces de Nvidia lors du CES 2025. Mais avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous remercie pour les nouveaux arrivants. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont abonnées à la chaîne suite à la vidéo que j'ai fait sur les 25 outils IA à absolument utiliser en 2025. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. Pour ceux qui écoutent le podcast, allez regarder quand même parce que c'est quand même plus sympa de la voir avec aussi la vidéo plutôt que l'audio. Et donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est l'occasion, puisque je compte créer du contenu vidéo un peu plus souvent sur cette année 2025. Et donc si vous avez aussi des retours à faire, des demandes à faire en commentaire, n'hésitez pas et je regarderai ce que je peux faire pour vous créer une vidéo sur un sujet spécifique. Pour commencer, on va commencer avec une news qui concerne Meta, qui a annoncé le lancement de ses 28 personnages IA sur WhatsApp, Messenger et Instagram aux États-Unis. Ces avatars inspirés de différentes célébrités comme MrBeast par exemple ou Tom Brady incluent désormais des fonctionnalités avancées telles que la recherche Bing et la mémoire longue durée. Cette dernière permet aux IA de se souvenir des conversations passées pour offrir une expérience plus immersive, bien que cela soulève des questions sur l'utilisation des données personnelles. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fait Meta, tout simplement, pour les personnes qui sont aux États-Unis, maintenant vous pouvez directement discuter avec des avatars IA qui sont censés représenter des personnalités et dont certains ont même la capacité de faire des recherches sur internet, donc du coup via le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Et pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus d'utilisateurs du site internet qui s'appelle Character AI, donc qui n'est pas très connu en Europe puisque la majorité des personnages sur ce site internet ne sont disponibles qu'en anglais. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un site internet qui permet de discuter avec des personnages fictifs. Donc on peut créer des personnages qui sont des personnages qui viennent de séries, qui viennent de mangas ou autres. Et on peut aussi discuter avec des personnages historiques. Et donc l'idée derrière, c'est qu'on a un large language model qui a été entraîné derrière sur des données un peu spécifiques liées à la série ou liées aux personnages historiques et qui va avoir un style d'écriture qui va avec, etc. Et donc là, Meta, ils essayent de un petit peu concurrencer ce système-là. Et ils ont a priori aussi un projet de créer de plus en plus d'avatars en fait virtuels comme ça, d'IA, qui auraient aussi un feed avec des photos, qui pourraient poster des stories, qui pourraient poster du contenu, etc. en général, avec vraiment une volonté de les faire passer pour des humains. Donc il y a vraiment, en tout cas de franchir peut-être la ligne pour que ce soit plus compliqué de savoir que ce soit du contenu généré par une IA ou pas. Donc c'est un petit peu étonnant de voir ça. On sait que il y a vraiment un sujet là-dessus sur le fait de pouvoir détecter si du contenu est généré par IA ou pas. Et donc là, a priori, Meta, ils sont en train de plutôt s'engouffrer dans la brèche et de se dire que ça peut être une occasion, une opportunité pour eux de créer du contenu et de créer de l'attraction, de l'influence. Et quand on parlait, il y a déjà de ça maintenant, plus d'1 an et demi, des influenceurs IA qui étaient en train d'apparaître et qui sont maintenant des choses qui sont de plus en plus utiles, aux marques, parce que ça leur permet de mettre en avant des produits sans avoir à dépendre d'un influenceur qui est une vraie personne, puisque là, l'influenceur virtuel, ils peuvent le mettre dans n'importe quel contexte et surtout, ils pourront toujours s'assurer qu'il soit aligné avec la marque et il n'y a pas de risque que l'influenceur fasse une gaffe ou autre qui serait pas aligné avec les intérêts de la marque. Donc là, ils ont plus ce problème-là. Là, je me demande si Meta, ils veulent pas aussi peut-être potentiellement aller sur ce credo-là. Meta, leur source de revenus principale, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est la publicité. Donc si demain, ils vous proposent de faire à la fois la publicité, mais aussi de diffuser via leur propre réseau d'influenceurs virtuels, on pourrait imaginer ce genre de choses dans le futur. Donc à surveiller. En tout cas, pour l'instant,
On est loin, je pense, d'avoir ce genre de choses-là en Europe, puisqu'il y a un vrai sujet sur l'aspect données personnelles. Si vous commencez à vous confier à ces personnages fictifs sur vos histoires personnelles, c'est tout autant d'informations qui risquent d'être utilisées derrière pour réentraîner les modèles. Et donc, pour l'instant, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas déployé en Europe, parce que tout simplement, ça ne respecte probablement pas ces sujets liés aux données personnelles. Ensuite, la prochaine news, elle nous amène du côté de la Chine et ensuite des États-Unis. Et c'est pas un sujet qui est tout nouveau. Et pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vais vous mettre des images. Je crois que l'annonce elle a été faite il y a un mois ou deux, mais je voulais absolument vous en parler parce que je trouve que ça donne un petit peu une idée de ce qui est possible aujourd'hui en termes de robotique et de montrer le progrès qui est fait grâce à l'intelligence artificielle sur les aspects généraux de robotique. Donc j'ai trouvé deux exemples assez cool. Le premier, c'est un robot qui s'appelle le Unitree B2W. C'est un robot quadrupède innovant conçu pour naviguer sur des terrains variés et effectuer des tâches complexes. Avec ses articulations haute performance et sa capacité de mouvement dynamique, il est capable de monter des escaliers avec des marches de 20 à 25 cm, de gravir des pentes jusqu'à 45 degrés et de traverser des surfaces accidentées comme l'herbe, la pierre ou le gravier. Il atteint une vitesse maximale de 20 km/h et il peut transporter jusqu'à 40 kg sur une distance de 50 km avec une autonomie totale de 70 km sans charge. Il pèse environ 75 kg et il fonctionne dans des conditions extrêmes de moins 20 degrés à 55 degrés et il peut même supporter des charges de 120 kg sur des distances un peu plus courtes. Côté perception et contrôle, il est équipé d'une configuration standard basée sur des processeurs Intel et il peut aussi être intégré à des missions critiques, tout simplement pour du sauvetage par exemple en milieu dangereux, en lui ajoutant une caméra 360 degrés par exemple ou des capteurs pour analyser des capteurs thermiques pour analyser les signaux vitaux s'il y a des personnes par exemple qui seraient sous des décombres, suite, je sais pas moi, un tremblement de terre par exemple. C'est le genre de robot qui pourrait être vraiment utile puisqu'il sera capable de se déplacer facilement, de scanner son environnement avec tout un tas de radars. Et voilà, il est vraiment impressionnant dans son efficacité de déplacement. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, je vous mets quelques images pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, ça fait aussi se soulever des questions sur l'aspect militarisation des robots, puisque si vous prenez ce robot-là, qui a l'air quand même d'être particulièrement efficace dans tous les milieux et que vous l'armez, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui pourrait se faire avec des robots qui seraient équipés d'armement. Et voilà, on se rend compte que aujourd'hui ça commence à être un peu possible, même si c'est pas le but principal de ce robot-là, on voit quand même que c'est quelque chose qui pourrait être assez facilement transformé en arme, sachant que du coup il peut être acheté. L'entreprise elle propose ce robot-là, vous pouvez l'acheter, ça coûte 100 000 $. C'est un budget, mais voilà, si c'est un sujet sur lequel votre entreprise ou votre travail, ça peut quand même être intéressant. Et on a leur concurrent de chez Boston Dynamics qui avait sorti Spot, qui était le robot quadrupède qui ressemblait un peu à un chien, qui est très utilisé dans l'industrie maintenant pour faire par exemple des rondes dans les usines ou ce genre de choses-là, qui lui coûte moins cher que ça et qui du coup fonctionne aussi très bien, qui est plutôt pas mal utilisé. Donc je pense que si ce robot-là trouvera son public et dans le monde industriel ou pour faire des tâches assez précises dans des environnements qui peuvent être aussi dangereux, par exemple je sais pas moi, une centrale électrique, une centrale nucléaire, des choses où les humains pourraient être exposés à des dangers, ça peut être intéressant d'avoir un robot qui s'occupe de faire des rondes ou autres, plutôt que de mettre une personne sur un travail qui serait pas forcément le plus intéressant du monde. Donc voilà, ça c'était pour la partie Chine, avec ce qu'on pouvait trouver en Chine. Et en parallèle de ça, je voulais vous trouver un autre exemple d'un robot que j'ai trouvé assez impressionnant, qui là nous amène du côté des États-Unis, et il s'appelle le Laser Weeder. Et c'est un robot qui permet tout simplement, grâce à l'intelligence artificielle et des lasers haute performance et haute précision, de désherber efficacement tout en préservant la santé des cultures. Donc il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est l'avantage d'avoir une machine. Et il est homologué bio, puisque il peut tout simplement traiter les champs d'herbes en utilisant un laser très précis qui va tout simplement désintégrer les mauvaises herbes. Le laser il a une précision de pouvant aller jusqu'à moins d'1 millimètre, donc c'est quelque chose de très très précis. Et donc en fait il va tout simplement balayer le champ. Donc c'est un petit peu comme une remorque qu'on tire derrière un tracteur. Et tout simplement qui va scanner grâce à ses 42 caméras haute précision tout le champ. Et derrière, avec les processeurs, notamment NVIDIA, qui sont embarqués sur la machine, et tout un tas de modèles de vision qui ont été entraînés justement pour détecter les mauvaises herbes, va pouvoir détecter précisément
les mauvaises herbes, et avec les 30 lasers qui sont intégrés du coup à cette machine, tout simplement les éliminer. Sachant que les lasers, ils peuvent tirer à 50 millisecondes d'intervalle, donc c'est assez impressionnant. Pareil pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez voir un petit peu la démonstration en vidéo. Et donc il est tout simplement capable de détruire jusqu'à 300 000 mauvaises herbes par heure, avec une efficacité atteignant 99%. Et il est capable de couvrir en gros à peu près 0,8 hectares par heure. Donc c'est vraiment hyper intéressant, puisque ça permet tout simplement d'éviter d'utiliser des engrais, des désherbants qui pourraient contenir des produits chimiques ou autres, puisque là on le fait avec un laser, et puis ça évite aussi un travail manuel qui serait tout simplement impossible. Vous imaginez retirer 300 000 mauvaises herbes par heure, pour un humain ça serait quand même un peu compliqué, et donc là avec ce système de laser, le nettoyage peut être fait automatiquement. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, et ça montre que l'intelligence artificielle et la robotique, c'est deux domaines qui peuvent très bien s'allier et qui pourront améliorer tout un tas de domaines auxquels on pense pas forcément. Donc j'aurais pas pensé que l'intelligence artificielle pourrait améliorer l'agriculture biologique, mais avec ce genre de choses, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Ça va permettre de trouver des alternatives dans certains sujets spécifiques, et donc là en l'occurrence le désherbage. La news suivante nous amène du côté de OpenAI avec Sam Altman, qui partage dans une tribune ses réflexions sur le parcours de l'entreprise et sa vision de l'avenir de l'intelligence artificielle. Il affirme avec confiance que, selon lui, je cite, nous savons désormais comment construire une AGI telle que nous l'avons toujours comprise. Et pour rappeler un petit peu aux auditeurs ce que c'est que l'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale, donc c'est-à-dire une intelligence artificielle qui a des capacités équivalentes à celles d'un homme. Et donc pour lui, il considère qu'ils savent déjà comment arriver à l'AGI, et que c'est qu'une question de temps, puisque pour eux c'est déjà une étape qui est déjà passée, et c'est une étape aussi cruciale dans l'histoire de la technologie. Et donc cette startup qui a été fondée il y a 9 ans avec l'ambition de créer une intelligence artificielle générale, commence à arriver du coup à terme. Et cette technologie, Sam Altman, je cite, considère que c'est la plus impactante de l'histoire humaine. Donc il considère que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui aura très très gros impact. Alors, forcément, il est peut-être un petit peu biaisé, puisque il a la startup OpenAI qui travaille dans l'intelligence artificielle, mais honnêtement, moi je suis quand même plutôt d'accord avec lui. Je pense qu'on a l'informatique qui a eu un impact énorme sur l'histoire humaine, et donc là avec l'intelligence artificielle, on va très probablement avoir un impact qui sera encore plus grand que celui de l'informatique et de l'internet, même si on pourrait dire que c'est un peu plus ou moins la même chose, et que c'est qu'un enchaînement de technologies qui ont été apportées à partir du moment où l'ordinateur est arrivé, puisque au final c'est pas grand chose en termes de nombre de décennies face à l'histoire de l'humanité. Et donc pour l'avenir, Altman, il prédit que dès 2025, les agents d'IA commenceront à intégrer le marché du travail, augmentant la productivité et de manière significative, mais OpenAI ne compte pas s'arrêter là. Altman oriente maintenant l'objectif vers la super-intelligence, une IA dépassant les capacités humaines dans presque tous les domaines. Il décrit cette vision comme ambitieuse, voire audacieuse, et je cite, avec la super-intelligence, nous pourrons accomplir tout le reste. Malgré l'immensité possible, Altman plaide sur une approche mesurée. Le meilleur moyen de rendre un système d'IA est de déployer progressivement en apprenant de l'expérience et en adaptant la technologie. Cette méthodologie reflète son engagement à maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques, en gardant à l'esprit qu'OpenAI n'est pas une entreprise normale, mais une organisation guidée par une mission unique au service de l'humanité. Donc ça, c'est un peu sa vision. C'est peut-être un peu idéalisé. C'est vrai qu'il y a toujours ce sujet sur le fait que OpenAI, qui est censé à la base être une entreprise qui devait être open source, au final va devenir une entreprise qui va être une entreprise plus classique pour aussi accueillir plus de fonds d'investissement. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre un peu deux poids deux mesures par rapport à la vision de Sam Altman, et que il faut pas trop idéaliser aussi ce qu'il nous dit, et garder quand même un certain sens critique. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que selon lui, pour lui, l'aspect atteindre une intelligence équivalente à celle de l'homme, c'est déjà quelque chose où, entre guillemets, ils savent comment faire, et pour eux c'est atteignable et ils y arrivent. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'ils nous avaient un petit peu annoncé sur le modèle O3 qu'ils avaient annoncé fin décembre, avec quelques exemples, et qu'on voit ce que peut faire ce modèle, on se rend compte qu'effectivement on commence à se rapprocher très dangereusement, j'ai envie de dire, d'une intelligence artificielle qui a une intelligence similaire à celle de l'homme, même si c'est toujours très compliqué à comparer, et qu'au final, ça va être dans certains domaines précis, et que de toute façon, je pense que
l'intelligence artificielle, on pourra jamais la comparer sur tous les plans face à l'intelligence humaine, puisqu'elle fonctionne d'une façon différente. Mais voilà, sur des problèmes comme des problèmes mathématiques, on se rend compte que le modèle O3, il a déjà un niveau qui surpasse la majorité des personnes, je pense, sur Terre, puisqu'il faut avoir un niveau de doctorant en mathématiques pour réussir à résoudre les problèmes que O3 est capable de résoudre. Donc voilà, ça nous montre quand même qu'il y a une véritable intelligence qui sort de tout ça, même si voilà, là c'est sur un domaine spécifique, mais en tout cas, ce qu'on va appeler globalement l'intelligence générale qui est capable de vraiment comprendre son environnement, de comprendre ce qu'on lui demande et les problèmes au même niveau que ce que pourrait faire un humain, on commence à y arriver. Et je pense qu'avec 2025 et l'arrivée de tous les modèles agentiques qui vont être capables non seulement de comprendre ce qu'on leur dit, mais aussi de faire des actions, on va vraiment avoir un changement de paradigme avec tout ça. Donc voilà, on suivra tout ça avec les vidéos et le podcast. Je ne manquerai pas de vous en informer, puisque pour moi, c'est un changement très important et j'ai vraiment envie de pouvoir vous accompagner sur ce changement, qu'on puisse mieux comprendre et mieux s'adapter à tout ça, puisque l'IA, si vous êtes capable de l'intégrer dès maintenant dans votre métier, dans votre vie de tous les jours, etc., vous allez gagner un véritable avantage sur les autres, puisque il y en a peut-être qui pensent que l'IA c'est une mode, que ça va passer, etc. Mais voilà, c'est comme à l'époque dans l'informatique, les personnes qui sont tout de suite rentrées dedans, elles ont eu un véritable avantage compétitif par rapport aux autres. Et je pense que il faut pas passer à côté de cette opportunité. Moi, je vois ça vraiment comme une opportunité l'IA, même si forcément, comme tous les grands changements, ça peut un peu faire peur. Ça va changer pas mal de choses. Mais voilà, je pense que on a tous on a tous réussi à survivre à pas mal de changements jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien pour ce changement qui est l'intelligence artificielle. Ensuite, on a une news qui nous vient du côté de Google qui teste une nouvelle fonctionnalité, un nouvel outil même qui s'appelle le Daily Listen, qui est une fonctionnalité générant des podcasts personnalisés de 5 minutes basés sur les intérêts des utilisateurs via le flux Discover. Donc c'est assez accessible sur l'application Google pour Android iOS, et par contre c'est uniquement disponible pour l'instant aux États-Unis pour les participants du programme Google Search Labs. Donc c'est un programme auquel vous pouvez vous inscrire en utilisant un VPN, et c'est notamment comme ça que vous pouvez utiliser l'outil Whisk que j'avais cité dans ma vidéo des 25 outils IA à utiliser en 2025, qui vous permet de faire de la génération d'images avec un certain thème, une certaine thématique, en lui donnant une image du thème et l'image que vous voulez transformer, il peut vous transformer ces images. Et donc là, ils sont en train d'intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Elle a été inspirée par NotebookLM. NotebookLM, c'est l'autre outil de Google qui vous permet de donner beaucoup de contenu qui peut venir de vidéos YouTube, qui peut venir un peu de n'importe quoi, et ensuite de pouvoir créer un podcast sur ce contenu-là. C'est un outil dont j'ai pas mal parlé dans le podcast parce que je le trouve vraiment assez impressionnant. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas disponible en français. On ne peut pas encore générer de podcasts en français, mais voilà, c'est une question, je pense, de temps. C'est quelque chose qui peut être tout à fait faisable. Ça montre, je pense, à quel point l'intelligence artificielle va potentiellement changer complètement la façon dont on consomme le média, puisqu'on va pouvoir convertir n'importe quel média en n'importe quel autre média. Donc si je prends l'exemple des articles et du texte, vous allez pouvoir convertir votre fil d'actualité avec les news, etc. en un podcast, et prochainement peut-être même en une vidéo. Et puis après, peut-être que cette vidéo ou une vidéo que vous avez vue peut-être sur YouTube, vous allez pouvoir faire un transcript, la mettre en texte pour l'avoir du coup sous forme d'article, ou peut-être que cette vidéo YouTube, vous allez voir la synthétiser dans un podcast qui va juste prendre les moments clés de la vidéo, qui va les recouper, qui va vous faire une synthétisation de cette vidéo, ou même la convertir dans un format audio mais qui sera un petit peu différent de celui d'origine. Donc voilà, il n'y a plus vraiment de limite, et en plus de ça, il y a une conversion qui est possible aussi en passant d'une langue à l'autre. Donc même si toutes les langues ne sont pas encore parfaitement supportées, quand on est sur des langues comme l'anglais, l'espagnol, le français, même l'allemand, l'italien, même le chinois, parce qu'on a des modèles chinois qui sont aussi très bons dans ce genre de domaine, on va pouvoir non seulement convertir un média dans un autre média, mais en plus le changer d'une langue à l'autre. Et c'est vraiment, je trouve, l'une des choses majeures qui est actuellement déjà là en fait avec l'IA, c'est cette capacité de pouvoir passer d'un média à l'autre de façon assez simple, et qui est souvent un petit peu sous-estimée, et je pense qu'elle va prendre de plus en plus de place. Là, il y a déjà YouTube qui a commencé à intégrer de la traduction automatique sur les vidéos, qui étaient plutôt des vidéos informatives type tutoriel ou autre. Donc maintenant, vous pouvez vous retrouver à visionner des vidéos qui étaient à la base en anglais avec une voix doublée en français. Ça fait encore très robotique, pour l'instant, la voix elle n'est pas hyper fluide, et c'est pas du tout la voix de la personne qui est à la base dans la vidéo. Et puis du coup, on perd aussi tout l'aspect
tout l'aspect bruitage ou audio, etc. qui pouvait y avoir dans la vidéo, ça se perd un petit peu parce que c'est pas encore super bien intégré, mais ça existe, donc c'est super impressionnant. Donc maintenant, si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais, vous pouvez aller écouter des vidéos de TEDx par exemple qui sont en anglais, et même si elles n'ont pas été sous-titrées ou autre, maintenant il y a une traduction en directement en français. C'est quelque chose qui est déjà maintenant disponible sur YouTube. Donc voilà, je suis curieux, vous me répondrez en commentaire, est-ce que parmi vous il y a des utilisateurs de ChatGPT Pro? Donc ChatGPT Pro, c'est le plan qui coûte $200 par mois, donc c'est quand même vraiment pas donné, pour n'avoir absolument plus aucune limite sur le nombre de questions que vous pouvez poser au modèle ChatGPT 4o ou au modèle O1, et un accès aussi au modèle O1 Pro qui est un petit peu plus performant que le modèle O1 classique auquel vous avez accès quand vous avez le compte habituel de ChatGPT. Ça m'intéresse de savoir parce que il faut savoir que Salman Khan a annoncé que ce plan, malgré le fait qu'il soit à $200 par mois, c'est quand même loin d'être négligeable, il est tout simplement pas rentable. Donc quand même sur l'année, ça fait à peu près $2400 pour l'abonnement, et ça a déjà pas convaincu beaucoup d'utilisateurs au niveau de son lancement, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se contentent de la version payante classique, mais le peu de personnes qui sont passées à la version pro, en fait ils s'en servent tellement que au final c'est pas rentable pour l'entreprise d'OpenAI. Et il faut savoir que OpenAI, ils ont quand même enregistré des pertes de $5 milliards sur 3,7 milliards de revenus en 2024, avec un coût quotidien de fonctionnement atteignant $700 000. Donc ça, c'est juste leur coût de serveur. Donc pour l'instant, ils sont très très loin d'être rentables. Donc pour ça, ils envisagent une révision de leur prix pour améliorer leur rentabilité, en incluant potentiellement un modèle qui est basé sur l'usage. Donc plus vous vous servirez du modèle, plus vous allez payer cher. Et je pense que ils seront à terme obligés d'arriver à ce genre de modèle. Donc profitons-en pour l'instant. Pour l'instant, ChatGPT, quand on s'en sert, il est quasiment illimité avec la version classique. Et donc, si vous passez sur la Pro, parce que vous en servez beaucoup, vous pourrez vraiment énormément l'utiliser. Et je pense que ce modèle, un jour, il va arriver à terme et il y aura des limitations en nombre de requêtes ou autres qui seront liées à l'abonnement que vous avez. Tout simplement parce que derrière, il y a des coûts de serveur et que OpenAI, au bout d'un moment, ils auront besoin d'être rentables. Donc là, ils sont en phase d'acquisition, ils essaient d'avoir le plus de clients possible pour vraiment prendre des très grosses parts de marché, mais au bout d'un moment, ils auront besoin d'être rentables, et à ce moment-là, il faudra qu'ils trouvent des techniques avec des abonnements différents qui permettront de faire payer un peu plus les personnes qui ont une très grosse utilisation de ChatGPT. La prochaine news nous amène du côté du CES avec Nvidia qui a annoncé le Cosmos World Foundation Model, qui s'appelle le WFM en plus court. C'est une famille de modèles d'IA capable de générer des vidéos réalistes basées sur des lois physiques. Ces modèles sont conçus pour la simulation physique et la génération de données synthétiques. Donc Cosmos WFM se décline en 3 catégories. Il y a un modèle nano temps réel, un modèle super performance et un modèle ultra qualité maximale, avec des tailles allant de 4 à 14 milliards de paramètres. Les modèles, ils ont été entraînés sur 20 millions d'heures de données issues d'interactions humaines et industrielles. Et ces modèles, bien couverts, ils ne sont pas tout à fait open source, puisque Nvidia ne donne pas l'entièreté du code lié à ces modèles. Mais pourquoi ils sont intéressants? Tout simplement parce qu'ils vont permettre d'entraîner des robots bien plus rapidement et bien plus facilement. Puisque plutôt que de les entraîner dans la vraie vie, les robots vont être entraînés dans des simulations. Et forcément, les simulations, ça peut aller beaucoup plus vite, on peut faire beaucoup plus de cas, on peut tester beaucoup plus de choses, et notamment, ça va être utilisé par Uber sur la partie conduite autonome, puisque grâce à cet outil de Nvidia, ils vont pouvoir tester beaucoup plus de scénarios avec des voitures qui arriveraient à différents endroits ou autres. C'est d'ailleurs ce que Tesla aussi utilise pour améliorer sa conduite autonome. À chaque fois qu'il y a un accident, il rejoue l'accident dans une simulation en changeant plein de paramètres différents pour voir aussi comment la voiture pourrait se comporter et pour entraîner le modèle. Et donc ça, c'est une très très bonne méthode. Et donc cet outil Cosmos va être proposé par Nvidia à pas mal d'entreprises, et je pense que ça va encore une fois aider à faire avancer la robotique. Et toujours du côté de Nvidia, pendant le CES 2025, ils ont présenté le Project Digit. C'est quoi le Project Digit? C'est tout simplement un super calculateur IA qui est très compact, il est vraiment tout petit, ça fait la taille d'un Mac mini, même pas, c'est encore plus petit, et il est équipé du processeur GB10 de Grace Blackwell. C'est un processeur qui a des très bonnes performances pour les calculs liés à l'intelligence artificielle. Il peut avoir une puissance de calcul allant jusqu'à 1 pétaflops, et il peut justement gérer des modèles qui peuvent faire jusqu'à 200 milliards de paramètres. Donc 200 milliards de paramètres, ça commence à faire des modèles
qui sont vraiment très conséquents. Donc par exemple le modèle Llama 3.3 qui est le plus populaire, c'est un modèle de 70 milliards de paramètres. Donc là on peut aller jusqu'à 200 et on peut même monter jusqu'à 400 en connectant 2 de ces ordinateurs, et donc là on peut potentiellement aller sur des modèles qui sont encore plus grands. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce petit ordinateur qui va être vendu à peu près 3000 $, et tout simplement il va permettre à pas mal de personnes d'avoir leur petit supercalculateur IA chez eux ou à leur bureau. Donc c'est un prix qui est quand même assez élevé, mais dans le cas d'une entreprise, c'est vraiment un prix qui est très très faible comparé à monter toute une infrastructure avec son serveur, etc. Ça peut coûter vraiment très très cher. Là, pour 3000 $, vous avez une solution qui est entièrement intégrée, qui en plus de ça consomme pas énormément d'énergie, qui est branchée dans un coin, à laquelle vous pouvez vous connecter, ou vous pouvez directement brancher votre ordinateur pour la configurer, ou sinon elle peut fonctionner d'elle-même, et ça va permettre de sous-traiter tous les modèles d'IA que vous pouvez utiliser au quotidien. Et ça, je trouve ça super intéressant, et je pense que ça montre un tournant aussi qu'il va y avoir, qui va prendre un petit peu de temps, mais ça va devenir de plus en plus accessible d'avoir son modèle d'IA modifié, personnalisé, customisé chez soi, qui tourne sur une petite machine comme celle que Nvidia va proposer. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus accessible, et donc je pense que dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître de plus en plus pour avoir des solutions qui sortent un petit peu des solutions classiques où on va payer un abonnement, mais où du coup les données elles sont pas chez nous, elles partent à gauche à droite, on sait pas exactement ce qu'elles vont devenir. Souvent en plus c'est dans des sociétés qui sont aux États-Unis, donc la loi américaine fait que potentiellement s'il y a une enquête ils peuvent accéder aux données, donc ça pose vraiment problème si nous on est en Europe, on n'a pas forcément envie que nos données soient qu'elles puissent être accessibles pour le gouvernement américain. Donc je pense que il va y avoir un véritable intérêt pour les personnes d'avoir leur petit super ordinateur chez eux pour travailler sur le modèle d'IA. Et avec tous les progrès que Nvidia sont en train de faire dans ce domaine-là, je pense que les coûts vont faire que réduire, et il y a un véritable sujet là-dessus, et je pense que il va falloir commencer à adopter tout ça dès qu'il sera disponible. Donc il devrait arriver en mai 2025. Je pense que je commanderai pour moi-même pouvoir faire mes tests. Je pense que il y a pas mal de choses à faire avec ce genre d'outil. Donc on en reparlera du coup un peu plus tard dans l'année. Et pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas faire des tutoriels pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser, le configurer, etc. Et tout ce qu'on peut faire avec ce genre d'outil. La prochaine news nous ramène du côté de la France avec un sujet que je trouve assez intéressant. C'est le sujet du doublage du prochain film de Sylvester Stallone. Donc le film il s'appelle Armor. Et ce qui est intéressant, c'est que le doubleur qu'on connaît tous de Sylvester Stallone en français, qui a fait par exemple le doublage des films comme Rocky ou Rambo, il est décédé malheureusement fin février 2024 à l'âge de 77 ans, et donc du coup il n'a pas pu faire le doublage de ce film. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour ce film, la famille a autorisé Eleven Labs, qui est l'une des startups qui est vraiment très très fort en génération de voix par IA, à tout simplement doubler le film avec la voix de l'acteur qui est décédé. Donc si jamais vous écoutez, vous allez voir ce film du coup qui devrait sortir sur Amazon Prime en mars 2025 et que vous le regardez en français, vous pourrez reconnaître la voix qu'on connaît de Rocky en français ou de Rambo en français, mais sauf que tout ça aura été généré par une intelligence artificielle. Donc encore une fois, la famille a vraiment donné son accord là-dessus, et je pense que d'ailleurs il y a sûrement un système de royalties, etc. qui doit fonctionner. Et d'ailleurs, selon la fille de l'acteur qui s'appelle Aurore Berger, l'objectif est de préserver son héritage sans créer une nouvelle voix artificielle, un principe qu'il désapprouverait. Donc l'idée c'est que plutôt de créer une voix artificielle qui serait entièrement générée par IA, là l'idée c'était plutôt de garder l'héritage et le style que cet acteur de doublage avait, pour recopier le doublage de ce film du coup qui sortira sur Amazon Prime. Donc je trouve ça assez intéressant, ça montre vraiment une tendance qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle, c'est que tout simplement, j'en ai déjà parlé, mais les acteurs de doublage vont disparaître, parce que il y a plusieurs choses, c'est que déjà les acteurs de doublage d'aujourd'hui qu'on connaît déjà sur des voix classiques, tout simplement leur voix on va pouvoir la réutiliser, donc du coup plus besoin d'engager un nouvel acteur de doublage, puisqu'on peut utiliser celui de l'acteur qui était déjà existant, notamment s'il est décédé, et en plus de ça on va pouvoir aussi tout simplement utiliser la voix des acteurs dans leur langue maternelle, avec leur timbre de voix naturel, mais qui sera du coup juste converti dans un autre langage, avec en plus derrière des modèles d'IA qui pourront même faire la synchronisation labiale, pour que derrière
on n'est pas le souci qu'on a quand il y a du doublage où forcément la voix colle pas forcément exactement avec les lèvres, ce qui est assez dérangeant une fois qu'on sait un petit peu lire sur les lèvres, ça peut être pas mal dérangeant, ce qui fait qu'aussi il y a pas mal de monde maintenant qui regarde aussi les vidéos avec la voix originale et des sous-titres, mais voilà, en tout cas, encore une fois, l'IA va vraiment retirer la barrière de la langue. Et voilà, en tout cas sur le thème du doublage, je pense que si vous cherchez une nouvelle voix professionnelle, n'allez pas dans ce domaine-là, puisque c'est un domaine qui malheureusement va être complètement englouti par l'intelligence artificielle. Et enfin, la dernière news, elle concerne VLC, qui lors du CES 2025 a annoncé qu'ils vont intégrer une fonction de sous-titrage automatique. Donc encore une fois, on rentre dans ce que je disais, où la barrière de la langue va complètement disparaître grâce à l'intelligence artificielle. Et donc là, VLC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement intégrer de la transcription. Donc quand vous allez lire une vidéo sur VLC, elle va être instantanément mise sous forme de texte, et ce texte va ensuite être du coup traduit pour que vous ayez les sous-titres et que les sous-titres soient entièrement synchronisés avec la voix, avec le timing de la vidéo. Donc ça va permettre tout simplement de faire du sous-titrage automatique, un petit peu comme ce que peut déjà proposer aujourd'hui YouTube. Sauf que là, ce sera directement sur VLC. Donc par contre, pour faire tout ça, ils sont obligés d'utiliser des serveurs. Derrière, le modèle qui est utilisé, c'est le modèle Whisper, mais c'est un modèle qui consomme quand même un petit peu de ressources en termes de processeurs graphiques, etc. Et donc du coup, ils sont en train de chercher à lever des fonds pour pouvoir aussi intégrer cette fonctionnalité. Et il faut savoir quand même que VLC, ils ont récemment dépassé les 6 milliards de téléchargements. Donc c'est vraiment une application qui a été énormément téléchargée. Donc vous me direz en commentaire si c'est l'application que j'utilisais pour lire vos vidéos ou si vous utilisez autre chose. Et enfin, pour terminer la vidéo de cette semaine, je voulais vous montrer un petit peu ce qui est possible maintenant de faire en termes de génération de vidéos. Donc je vous mets un exemple pour ceux qui suivent la vidéo sur YouTube. C'est une vidéo qui a été faite par The Door Brothers. Donc c'est deux frères qui font des vidéos générées par IA. Il y en a pas mal sur leur chaîne, vous pouvez aller faire un petit tour. Et là, notamment, je vous ai mis une petite vidéo où ils mettent beaucoup de politiciens en scène, avec notamment sur la fin une petite scène qui met en scène Emmanuel Macron. Donc je vous montre ça en image pour ceux qui suivent sur YouTube. C'est quand même assez réaliste, même si on va pas se mentir, on voit qu'il y a des défauts en termes de gestion de l'IA. Mais honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qu'on pourrait déjà tromper avec ce niveau de qualité. Donc voilà, peut-être des personnes qui sont moins familières avec l'informatique, peut-être des personnes âgées ou autres. Mais il y a quand même véritablement un risque sur la génération des deepfakes. Maintenant, on peut quand même faire des choses qui sont assez impressionnantes. Donc je vous laisse regarder tout ça, me faire un petit retour en commentaire sur ce que vous en pensez. Mais pensez-y, maintenant nous sommes à l'ère des deepfakes et c'est très facile de générer des deepfakes qui sont assez vraisemblables. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Pour ceux qui écoutent le podcast sur les plateformes comme Apple Podcast, Spotify ou autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à continuer ce projet. La semaine prochaine, je verrai si je peux essayer de vous faire un podcast qui sera lié à une table ronde que je donne mercredi. Donc voilà, je pense que ça va être super intéressant. Il y a des intervenants très intéressants lors de cette table ronde. Donc je vais voir si je peux réussir à enregistrer tout ça et en faire un épisode de podcast. Et voilà, sinon on fera un épisode un peu plus classique comme celui de cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!